La nuit où Adrien Lévesque a disparu, la villa sur la corniche sentait le jasmin et la mer. La musique s'est tue d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré sur le fil du monde. J'ai trouvé son verre encore perlé sur la balustrade de marbre et, au loin, les hélices de son yacht ronronnaient à vide. Adrien, lui, s'était dissous dans l'ombre. Je suis sa sœur cadette. J'ai grandi avec le bruit de ses stylos Montblanc signant des pactes que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, j'ai suivi ses pas sur le marbre poli jusqu'au bureau tapissé de cuir. Le coffre-fort était entrebâillé, une clé dorée pendait comme une menace et un parfum inconnu flottait, froid, tenace, presque métallique. Sur l'écran du contrôle, j'ai vu sa silhouette entrer dans le couloir des portraits de famille, puis plus rien. Une suture noire dans l'enregistrement, effacée. Quand la sécurité a redémarré le flux, les tableaux semblaient regarder ailleurs. Sa Patek Philippe avait cessé de battre à 0217. J'ai senti, pour la première fois, que le pouvoir peut éteindre le temps. Les invités parlaient en bas, ministres en cravate de soie, héritières aux diamants trop lourds pour leur clavicule, un rire étouffé, un nom chuchoté, celui d'une femme qu'ils ne devaient pas aimer. Je savais que certaines portes ne s'ouvrent qu'avec un secret et que d'autres, une fois franchies, ne se referment jamais sans prix. À l'aube, les registres bancaires le déclaraient inexistant. Ses comptes, en sommeil, ses sociétés, en surbrillance puis en cendres numériques. J'ai reçu un message de son numéro. Une seule phrase. Ne cherche pas. Alors j'ai su qu'on l'avait effacé proprement. Et que, pour le retrouver, je devrais d'abord comprendre qui tient la gomme. Je m'appelle Élise Lévesque, et depuis toujours j'ai été la gardienne imparfaite des silences d'Adrien. Dans notre enfance, il disparaissait déjà, derrière des échiquiers trop grands, des bibliothèques fermées à clé, des voiles blanches qui gonflaient au large de Cannes. Adulte, il a appris à disparaître autrement. Dans les chiffres, les fondations, les promesses qui valent plus que l'encre, mon lien avec lui n'est ni simple ni tendre. Il est tissé de loyauté et d'agacement, d'admiration et de fatigue. Je connaissais ses manies, changer de carte SIM comme d'humeur, conserver des copies papier de documents que d'autres ne laissent vivre que sur des serveurs froids. Il disait « Le monde oublie vite, sauf le papier ». Aujourd'hui, c'est le monde qui prétend l'avoir oublié. J'écris depuis son bureau, où la lumière mord les dorures et révèle des poussières comme des confettis d'anciennes fêtes. Les objets racontent une histoire en creux, un écrin vide, un bouton de manchette orphelin, un ticket de casino plié 3 fois, et ce carnet de cuir, griffé de prénoms barrés. Chaque trace est une plaie, chaque absence, un indice. Voici ce que je sais. Adrien préparait une transaction qui heurtait le cercle. Une somme sans visage, un accord hors protocole, et un amour interdit qui fissurait sa prudence. Le luxe n'est qu'un miroir. Derrière, il y a des pièces sans fenêtre. J'y entrerai, une à une, avec vous. Je vous dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai compris et ce que je redoute encore d'apprendre. La dernière fois que j'ai vu Adrien, il portait ce sourire d'homme qui sait plus qu'il ne dit. Nous étions sur la terrasse de la villa, les lanternes en verre soufflées jetant des reflets mordorés sur la mer. Il tenait son verre comme une arme élégante, observant les invités comme s'ils étaient déjà des pions. J'ai remarqué ses gestes nerveux. Il ajustait sans cesse sa manche, effleurant la montre qu'il aimait tant, comme pour vérifier qu'elle battait encore. Ses yeux glissaient vers une silhouette féminine, dissimulée derrière un éventail noir. Elle lui adressa un signe imperceptible. Mon cœur, à cet instant, s'est serré. Adrien vivait au bord d'un précipice invisible. La soirée baignait dans une opulence presque indécente. Des diamants éclataient sous les projecteurs. Des ministres riaient de leurs propres mensonges et les héritières se confiaient à des coupes de champagne trop remplies. Pourtant, sous cette surface brillante, je sentais une tension sourde, comme si chaque rire cachait une menace. Vers minuit, Adrien s'est éclipsé discrètement. Personne n'aurait remarqué son absence si je n'avais pas suivi ses pas. Il traversa le couloir des portraits familiaux, ses ancêtres figés qui semblèrent le juger. À chaque tableau franchi, son allure se faisait plus lourde, comme si une décision irréversible l'écrasait. Dans son bureau, j'ai entendu le cliquetis métallique d'un coffre-fort qu'on ouvre. La porte entr'ouverte révélait des dossiers scellés, un écrin vide où reposait jadis une bague familiale et un passeport au nom d'emprunt. Adrien se préparait à quelque chose. Une fuite, une rencontre ou une guerre silencieuse.
Lorsque je l'ai rejoint, il m'a regardée sans surprise. « Élise, tu ne devrais pas être ici », murmura-t-il. Sa voix tremblait à peine, mais ses yeux brillaient d'une peur qu'il ne voulait pas avouer. Il ferma brusquement le coffre et passa une clé autour de son cou, comme un talisman. Un bruit étouffé monta du jardin. Des pas lourds, des éclats de voix vite avalés par la nuit. Adrien m'a ordonné de rester silencieuse. Puis, d'un geste rapide, il a glissé un petit carnet de cuir dans ma main. « Si quelque chose m'arrive, lis-le, mais pas avant. » Ses doigts tremblaient sur les miens. Il quitta la pièce en précipitation, laissant derrière lui une odeur de tabac froid et de bois ciré. Je l'ai suivi à distance, retenant mon souffle. Dans l'allée pavée, il s'est approché de sa voiture noire, mais un détail glaçant me frappa. Les phares s'allumèrent avant même qu'il n'ouvre la portière. Adrien fit un pas en arrière, comme s'il avait compris trop tard. Une ombre surgit, haute, dissimulée sous un manteau long. Les mots échangés furent trop bas pour être entendus, mais j'ai vu le geste. Une main tendue, exigeante, et Adrien qui refusait. Son visage était celui d'un condamné lucide. Puis la scène se brouilla. Un claquement de portière, un moteur rugissant, et son corps happé par la nuit. La voiture disparut au-delà des grilles de la villa, laissant derrière elle un silence oppressant. Je restais seule, figée, le carnet de cuir serré contre ma poitrine. J'avais la certitude glacée d'avoir assisté aux derniers instants de mon frère avant qu'il ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, un fantôme. Le lendemain de sa disparition, je me suis enfermée dans sa bibliothèque. Le carnet de cuir pesait comme un fardeau entre mes mains. J'hésitais à l'ouvrir, redoutant d'y découvrir des vérités que je n'étais pas prête à affronter. Le silence de la villa, percé seulement par le cri lointain des mouettes, amplifiait ma peur. Lorsque j'ai finalement tourné la première page, j'ai découvert une liste de prénoms. Certains étaient aux familiers, hommes politiques, héritières de vieilles familles, magnates du pétrole, mais d'autres m'étaient étrangers. Chaque nom était relié à un chiffre, une date ou une annotation énigmatique. Dette, promesse, silence. Parmi eux, un prénom revenait sans cesse. Isabelle. Adrien avait griffonné ce nom comme une obsession. À côté, j'ai trouvé des dessins rapides, une silhouette féminine, une bague sertie d'émeraude, une adresse d'hôtel parisien. Une amante? Ou un danger qu'il n'avait pas su repousser? J'ai rappelé un souvenir ancien. Une soirée au Ritz, il y a 2 ans. Adrien avait disparu quelques heures, et j'avais surpris son retour. Veste froissée, parfum étranger accroché à sa peau, regard ailleurs. Cette fois-là déjà, il vivait une double vie. Le carnet confirmait mes soupçons. Il aimait une femme qu'il n'avait pas le droit d'aimer. J'ai fouillé son bureau à la recherche d'indices. Sous un double fond, j'ai trouvé une enveloppe scellée contenant des photographies. Adrien et Isabelle, enlacés sur le pont d'un yacht, leur visage illuminé par un bonheur fragile. À l'arrière-plan, j'ai reconnu un sénateur influent, attablé non loin. Adrien flirtait avec le scandale. Ce qui m'a glacé, ce fut un reçu plié entre les pages du carnet. Une réservation pour une suite privée dans un hôtel discret de Genève. Date, la veille de sa disparition. Adrien n'y était jamais arrivé. Isabelle, elle, n'a plus jamais reparu dans aucun registre officiel. Les secrets d'Adrien n'étaient pas seulement sentimentaux. J'ai trouvé une clé USB dissimulée derrière un tableau. En l'ouvrant, des fichiers cryptés m'ont révélé un schéma complexe de transactions. Fonds transférés à des fondations fictives, sociétés écrans, achats de bijoux disparus. Un empire parallèle qu'il dissimulait même à sa propre famille. Les témoignages commencèrent à circuler dans la presse mondaine. Des domestiques parlaient d'appels nocturnes, de réunions secrètes dans des hôtels de luxe. D'anciens associés murmuraient qu'Adrien voulait rompre un pacte ancien, un cercle où l'argent se liait au sang et au silence, et qu'Isabelle en était le maillon le plus fragile. Plus je lisais, plus je comprenais qu'Adrien n'avait pas seulement disparu à cause d'une dette ou d'un conflit d'affaires. Son cœur, trahi par un amour interdit, l'avait conduit à défier ceux qu'on ne défie pas. Il avait mêlé passion et pouvoir, créant une tempête qu'aucun milliardaire ne peut contrôler. En refermant le carnet, mes mains tremblaient. Je voyais dans chaque reflet de miroir la possibilité d'un espion. Dans chaque coup de fil anonyme, la menace d'un avertissement. Adrien avait caché ses secrets au monde entier. Mais en me les léguant, il m'avait condamné à les porter seul. Et à comprendre qu'aimer,
dans son univers, pouvait tuer. Plus je m'enfonçais dans les secrets d'Adrien, plus je comprenais qu'il n'était pas qu'un simple banquier. Il appartenait à un cercle dont l'existence même semblait relever de la légende. Ses membres n'avaient pas de nom officiel, mais dans les carnets d'Adrien, ils étaient désignés comme le Conseil. Le Conseil se réunissait dans des lieux insoupçonnés. Un casino vénitien fermé au public, un château normand dont les tours s'illuminaient seulement certaines nuits, ou encore une villa privée sur la Côte d'Azur où les serveurs de champagne étaient réduits au silence absolu. Tout était rituel, codifié, théâtral. Adrien n'y avait pas seulement une place, il en était devenu l'un des piliers. Les notes du carnet montraient des échanges d'influence. Un ministre placé grâce à un prêt secret, une héritière mariée contre son gré mais sauvée par une fortune déplacée au bon moment. Ce cercle tenait les fils invisibles du pouvoir. Pourtant, il n'était pas aimé de tous. Adrien avait une audace qui agaçait, un penchant pour les risques qui effrayait. Sa liaison avec Isabelle n'était pas seulement une faiblesse sentimentale, elle menaçait l'équilibre du conseil. Car Isabelle était liée à un autre, un politicien redouté, protecteur d'un réseau où chaque trahison se paie en silence. Une soirée en particulier revint dans ma mémoire. J'y étais conviée comme simple spectatrice. Des masques couvraient les visages, mais les voix, elles, révélèrent leur puissance. Adrien parlait fort, défiait à mots couverts. Un monde bâti sur des secrets finit toujours par s'écrouler, avait-il lancé. Les regards se sont figés. Ce soir-là, j'ai compris qu'il s'était placé en marge. Les sourires étaient trop polis, les poignées de main trop fermes. Isabelle l'avait rejoint discrètement, son éventail dissimulant un message qu'elle glissa dans sa paume. Quand nos regards se croisèrent, j'ai su qu'elle était plus qu'une amante. Elle était son danger et sa vérité. Les documents trouvés plus tard confirmaient ce que je redoutais. Adrien avait commencé à rompre certains contrats tacites, refusant d'alimenter des caisses noires, dénonçant des trafics qu'il avait autrefois couverts. Il avait cessé d'obéir. Et dans ce cercle, la désobéissance équivalait à une condamnation invisible. Les témoignages d'anciens alliés me parvinrent. Certains disaient qu'il voulait sortir du jeu pour se reconstruire avec Isabelle. D'autres affirmaient qu'il préparait un coup de maître, détruire le conseil en exposant ses secrets. Dans les deux cas, il était devenu intolérable. Je compris alors la logique cruelle qui régnait. Dans ce cercle, on pouvait s'enrichir, manipuler, aimer en cachette, mais jamais défier l'équilibre. Adrien avait franchi cette ligne invisible. Et ceux qui contrôlent le silence savent toujours comment effacer un nom, un visage, une existence. En refermant le dossier, je sentis le poids du danger s'épaissir autour de moi. Si Adrien avait été réduit au néant pour avoir défié le conseil, que m'arriverait-il à moi, qui fouillais dans ses ombres? Le cercle du pouvoir ne laisse pas de témoins. Il fabrique des fantômes. Et je craignais d'être la prochaine. Après des nuits blanches à décrypter les carnets d'Adrien, j'ai pris une décision insensée. Poursuivre ses traces. Chaque indice ressemblait à une mèche allumée, prête à m'exploser au visage. Mais je ne pouvais pas rester spectatrice. Si je ne cherchais pas, je ne saurais jamais pourquoi mon frère avait été effacé. Ma première piste me mena à Genève. Dans le registre discret d'un hôtel, j'ai retrouvé la réservation au nom d'emprunt d'Adrien. Mais la suite n'avait jamais été occupée. Le réceptionniste, nerveux, m'a glissé qu'une femme élégante, correspondant à la description d'Isabelle, avait demandé les clés. Elle n'était jamais revenue. Une deuxième piste surgit à Monaco. Adrien avait investi dans une galerie d'art confidentielle où circulaient plus de coffres que de toiles. J'y découvris un compartiment vide, mais la directrice me remit un reçu daté du soir de sa disparition. Adrien avait déposé une mallette que quelqu'un avait récupérée 1 heure plus tard. Les caméras de surveillance m'auraient éclairé, mais une panne technique avait frappé juste ce soir-là. Une panne, toujours la même histoire. Le hasard a rarement autant de constance. Je compris que quelqu'un effaçait ses pas avec une précision chirurgicale. Je pris le risque d'interroger un ancien associé d'Adrien. Il m'accueillit dans son bureau tendu de cuir, avec des regards incessants vers la porte. Sa voix tremblait. « Ton frère avait touché à des secrets trop lourds. On lui avait dit d'arrêter. » Avant que je puisse réagir, il me serra la main en me glissant un billet griffonné. « Ne me contacte plus. » Le billet portait un numéro de coffre à Zurich. Là-bas, sous des lumières froides et des couloirs stériles, je trouvais une enveloppe. À l'intérieur, des copies de contrats,
des photos de soirées clandestines et une liste d'hommes puissants. Adrien avait rassemblé des preuves capables de briser des empires. Mais les preuves elles-mêmes étaient une malédiction. Dès que je sortis de la banque, je sentis que quelqu'un me suivait. Des pas réguliers, trop réguliers. Je me retournais, mais les silhouettes disparaissaient toujours au coin de la rue. Ce n'était plus une paranoïa. J'étais surveillée. J'ai tenté de contacter Isabelle. Aucun numéro ne répondait. Ses appartements parisiens avaient été vidés comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, dans le carnet d'Adrien, un détail me guida. Une adresse griffonnée, à moitié effacée, menant vers une villa isolée près de Florence. J'y suis allée, mue par une obsession insoutenable. La villa semblait inhabitée, mais les draps encore tièdes sur un lit révélaient un départ précipité. Dans un tiroir, j'ai trouvé une photographie déchirée. Adrien et Isabelle, mais une main inconnue tenait son épaule. Était-ce l'ombre de celui qui l'avait condamné? Chaque piste ouvrait une porte interdite, chaque porte m'éloignait du retour. J'avais la sensation d'avancer dans un labyrinthe dressé pour me perdre, exactement comme Adrien. Et au fond de moi, je pressentais que ce n'était pas seulement la vérité que je cherchais, mais peut-être le même gouffre qui l'avait avalé. J'ai longtemps cru qu'Adrien avait orchestré sa propre disparition, comme un magicien disparaît dans une volute de fumée. Mais en suivant les fils épars qu'il avait laissés, j'ai fini par comprendre qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Ce n'était pas une fuite, mais une exécution invisible. Dans le coffre découvert à Zurich, un document avait échappé à mon attention. Une lettre scellée, adressée à moi. Elle portait mon prénom, tracé d'une écriture précipitée. En l'ouvrant, j'ai senti mon cœur se serrer. Adrien y confessait avoir accumulé trop de dettes d'influence, trop de secrets partagés, trop de trahisons commises. Il écrivait qu'Isabelle n'était pas seulement son amante. Elle était l'épouse cachée d'un ministre, l'un des hommes les plus redoutés du Conseil. Adrien avait cru à la force de leur amour, mais il avait sous-estimé le prix d'une telle transgression. Leur relation n'était pas un secret. C'était une arme tournée contre lui. Les photos, les reçus, les contrats, tout avait été soigneusement laissé comme un puzzle. Adrien avait préparé son héritage de vérité, mais il avait aussi semé les graines de sa propre disparition. Car exposer le Conseil, c'était signer son arrêt de mort. J'ai découvert que la mallette retirée à Monaco contenait les preuves les plus compromettantes. Des vidéos de réunions masquées, des transferts illégaux, des visages reconnaissables dans les coulisses du pouvoir. Cette mallette avait disparu, tout comme Adrien. Les dernières lignes de sa lettre m'ont glacée. Si tu lis ces mots, Élise, c'est que je n'ai plus de voix. Mais souviens-toi, je ne me suis pas effacée. On m'a effacée. Et si tu continues, tu connaîtras leur silence. En refermant la lettre, j'ai compris que le cercle avait enterré plus qu'un homme. Ils avaient enseveli une vérité trop lourde pour le monde. Adrien n'était pas mort. Il était devenu une absence organisée, une ombre volontairement sculptée par le pouvoir. Je suis rentrée dans la villa familiale. Le marbre froid, les portraits figés, le bureau désert. Tout portait l'empreinte de ce qui avait été effacé. Mais dans le miroir doré du salon, j'ai cru voir son reflet. Peut-être que les fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Ils se logent dans nos obsessions. Aujourd'hui, je sais que chercher plus loin, c'est m'exposer au même sort. Pourtant, la vérité brûle en moi. Je porte la dernière flamme de ce qu'Adrien a voulu révéler, et je sais que ce feu me consumera tôt ou tard. Ainsi s'achève ma quête. Pas avec une réponse nette, mais avec une cicatrice. Adrien est devenu le banquier fantôme, et moi, son témoin maudit. La vérité enfouie ne dort jamais. Elle attend son heure pour revenir, comme un souffle glacé au creux de la nuque. Ce soir, en refermant ce chapitre de ma vie, je mesure l'ampleur du vide laissé par Adrien. Il n'était pas seulement mon frère, il était une énigme vivante, un homme trop proche du feu qui croyait pouvoir le dompter. Sa disparition n'a pas seulement effacé un visage de la haute société, elle a gravé en moi une absence qui ne cesse de m'interroger. Je repense à ce qu'il m'a confié, à ses regards fuyants, à ce carnet devenu un fardeau. Le pouvoir et le silence s'entrelacent comme deux serpents, étouffant ceux qui tentent de les défier. Je me demande parfois si la justice existe encore quand les plus riches manipulent l'ombre et la lumière à leur guise. Ce récit, je l'ai partagé pour ne pas sombrer avec lui, pour qu'au moins son nom survive dans vos mémoires. Peut-être que la vérité émergera un jour, peut-être qu'elle restera ensevelie à jamais, mais je vous promets une chose.
D'autres disparitions hantent les couloirs du luxe et du pouvoir. Et la prochaine, je vous la raconterai.